Le 12 mars 1873, à 21 h, dans la commune de Biolay, au lieu-dit du Chai, deux femmes, Marie Madben et Marie Lacoste, rentrent d'une veillée pour rejoindre la maison voisine, où Marie Lacoste est domestique. Mais la porte d'entrée de la demeure est fermée, et personne ne répond à l'appel. Ni Antoine Géraud du Montel, le propriétaire des lieux, ni François Madben, son domestique, le frère de Marie Madben. Les deux femmes décident d'attendre dans l'étable et patientent dans l'obscurité en récitant un chapelet. À 23 h, des bruits de pas se font entendre. Croyant qu'il s'agit de son frère, Marie Madben sort et se retrouve face à Antoine Géraud du Montel, le propriétaire. Surpris de les trouver, sa servante et elle, à cet endroit, à pareille heure. Les deux femmes lui font part de leur inquiétude de l'absence de François, d'autant que la porte d'entrée est verrouillée, chose inhabituelle. Antoine se décide à monter dans le fenil pour se glisser dans une brèche du mur pour pénétrer dans la maison. Mais il n'y parvient pas et enjoint alors aux deux femmes de se retirer et d'aller dormir chez le père de Marie Madben. De son côté, il décide d'aller dormir dans le fenil. Le lendemain matin, il se rend chez la famille Madben et leur explique qu'il n'a pu rentrer dans la cuisine, la porte étant fermée de l'intérieur. La famille accourt et l'inquiétude monte. Craignant qu'il ne se soit passé quelque chose de grave, sur les conseils de Antoine Géraud du Montel, on décide d'attendre les autorités. C'est vers 5 h de l'après-midi que l'adjoint au maire de Biolay fait ouvrir la porte de la cuisine. On découvre alors le cadavre de François Madben, étendu le long de la cheminée. Il porte à la tête les traces d'une blessure par arme à feu. Un pistolet repose à ses côtés. Une balle a traversé la tête du malheureux. Sur le sol, le sang s'est répandu, ainsi que des morceaux de cervelle. Face à cette découverte macabre, l'impression générale est que la victime s'est suicidée. Ah, le gredin! Il s'est tué! Comment ne s'est-il pas brûlé? On s'aperçoit que les cendres ont été ramenées avec soin dans l'âtre de la cheminée et le feu est éteint. Qui était la victime? Attardons-nous un instant sur la personnalité de François Madben. Cet homme, âgé de 37 ans, d'1,59 m, brun, portant une barbe fournie, d'un naturel gai, est né à Biolay. Il est le fils d'Amable et Françoise Madben, les fermiers de l'exploitation de Géraud du Montel. Biolay est une petite commune du Puy-de-Dôme, située dans les Combrailles, près de Saint-Gervais d'Auvergne. Au début des années 1870, elle compte environ 1100 habitants, dont la plupart sont paysans. Au hameau du Chai, François est le domestique des frères Géraud du Montel, Antoine et François. Issus d'une fratrie de 5 enfants, les deux frères vivent depuis de nombreuses années au village de Biolay, où ils sont propriétaires d'une ferme et où François a été maire de 1865 à 1870. Mais le 4 avril 1872, un an avant le drame, François décède, laissant son frère et François Madben, le domestique, cohabiter en compagnie de la servante, Marie Lacoste. Antoine explique qu'il a laissé François Madben entre 6 et 7 h du soir, épluchant des pommes de terre après avoir bavardé sur le projet matrimonial de François. Visiblement, le domestique avait pour souhait d'épouser une de ses cousines, et Antoine l'aurait laissé seul pour recevoir une visite afin de causer de ce projet. Mais qui pouvait bien être ce mystérieux visiteur? Soudain, un élément inattendu se produit. Antoine, soucieux de montrer sa bonne foi, ouvre le buffet dont il sort le plat de pommes de terre. À la stupeur générale, du sang et des bouts de cervelle maculent le plat. Comprenant l'importance de cette découverte, qui met à mal la thèse du suicide, Antoine se trouble et veut jeter le contenu du plat, ce que l'adjoint empêche. La pièce est alors mise sous bonne garde. Mais Antoine s'entête et insiste durant la nuit, auprès des gardiens, pour les convaincre de jeter les pommes de terre, craignant qu'elles ne s'abîment.
Le lendemain, les premières constatations médicales écartent définitivement la thèse du suicide, ce qui est confirmé par le rapport du médecin légiste qui a fait une étude poussée du corps transporté au préalable dans une grange. En effet, il constate que cet homme robuste a une partie du crâne et des cheveux brûlés. Or, le feu était soigneusement éteint. Le légiste affirme d'ailleurs, dans son rapport, que François Madeben a trouvé la mort au milieu de la pièce et que le meurtrier était sur sa droite, un peu en retrait. L'étude balistique démontre donc que Madeben n'a pu se blesser lui-même. On a donc simulé un suicide. Acculé, Antoine Géraud Dumontel se défend en avançant l'hypothèse suivante. Ici, c'était le mystérieux visiteur l'auteur du crime. Mais dans ce cas, comment expliquer la porte d'entrée close ? Dumontel tente une dernière justification. Le meurtrier s'est enfui par l'escalier et le fenil, pendant que lui-même entrait dans la maison. Cette hypothèse apparaît de plus en plus improbable. Aucune trace du visiteur. Les enquêteurs démontrent sans peine que la porte de la cuisine pouvait se fermer aisément, en relevant le crochet et en le faisant tomber doucement pour faire croire que la porte était verrouillée de l'intérieur. L'étau se resserre. Dumontel, trahi par sa mauvaise vue, finit par craquer et avoue son méfait. Un lien particulier unissait François Géraud Dumontel, le frère décédé, et Madben, le fils des fermiers. La rumeur publique laissait entendre qu'il pourrait être son fils illégitime. François Dumontel l'a recueilli dès son plus jeune âge, au début des années 1840. Antoine Dumontel, le frère alors installé à Paris, où les premiers ouvriers confiseurs, revient aux environs de 1843. Il semble accepter la présence de l'enfant, qui fait office de domestique. Mais en 1871, les choses s'enveniment, car le 2 octobre, François Dumontel fait rédiger son testament. Il lègue tous ses biens immeubles à ses neveux et nièces, et laisse l'usufruit à son frère et aux domestiques à parts égales. La propriété de ces biens meubles est divisée aussi en deux. En outre, le même jour, il fait une donation de quelques arts de terre et de bois à François Madben, ainsi qu'une somme d'argent importante. Antoine se sent lésé et voue alors une profonde animosité à son frère. Il porte même l'affaire au tribunal début 1872, peu de temps avant le décès de celui-ci. Selon Antoine, les deux frères auraient fait rédiger dans les années 1838-1839 une donation aux derniers vivants pour se léguer leurs biens mutuellement. Antoine réclame aussi le remboursement de 1300 francs qu'il aurait donné pour payer en partie la somme pour l'exemption du jeune Madeben au service militaire en 1855. Après la mort de François Dumontel, la situation dégénère entre Antoine et les domestiques. Antoine accuse François Madeben de violence et d'insultes à son égard et multiplie à qui veut l'entendre les accusations de mauvais traitement. De nombreuses altercations ont lieu. Plusieurs témoins affirment l'avoir entendu dire qu'il veut tuer François à coups de fourche. Ce dernier reste apparemment plutôt calme et ne répond pas aux provocations diverses. Toutefois, l'entourage de Madben s'inquiète de plus en plus et lui conseille de retourner s'installer dans la demeure familiale. Mais peu de temps avant le drame, l'accalmie semble être revenue au dire de la servante Marie Lacoste. Au cours des semaines suivantes, il est entendu plusieurs fois par le juge de paix et le tribunal de Riom. Au début de l'instruction, il dément son implication une nouvelle fois, s'entêtant à soutenir la thèse du suicide, puis celle du mystérieux inconnu. Mais il finit par craquer et avoue le meurtre. Il justifie son geste par une dispute qui aurait eu lieu le soir même entre François et lui. Mais les témoignages recueillis pendant l'enquête dépeignent un Antoine Dumontel froid, violent, cupide et vindicatif. Autre élément à charge dans ce portrait peu flatteur d'Antoine Dumontel, il a été condamné en 1850 à une amende pour homicide involontaire par imprudence lors d'une partie de chasse. Tout porte ainsi à croire que, loin des dires de l'accusé, Madben ne l'a pas provoqué en lui crachant dessus,
mais que le meurtre a été vraisemblablement prémédité. Mais pourquoi ? Était-il jaloux à propos de l'héritage ? Il nie farouchement. Il affirme au contraire que Madeben aurait mérité cet argent au regard de la vie difficile qu'il avait eue. Dumontel s'enferre, se contredit, change de version. Tantôt il accable Madeben, tantôt il accuse son frère François d'être le principal fautif de l'histoire. Il évoque un complot. Il se pose en victime et remet en cause l'intégrité des témoins trop proches à ses yeux de la famille Madben. Le 3 mai 1873, Antoine Géraud Dumontel est renvoyé devant la cour d'assises à Riom pour y être jugé pour assassinat. Au dossier figurent ses interrogatoires, les dépositions de divers témoins. Un plan de la scène de crime a aussi été établi par un agent voyer en vue du procès. La balle qui a tué Madben, retrouvée entre-temps par la servante, est mise sous scellé et déposée dans la liste des pièces à conviction. Dans le même temps, on dresse la liste des jurés ordinaires. Le 14 mai, l'audience s'ouvre. Les 12 jurés ont pris place face à l'accusé, qui lui est assisté de Maître Lachaud, avocat renommé au barreau de Paris. Sur une table sont présentées les différentes pièces à conviction, parmi lesquelles trône le crâne de François Madben. L'affaire est abondamment relayée dans la presse locale et nationale et passionne l'opinion dans les cantons de Saint-Gervais et de Pionçat. La notabilité de l'avocat de la défense, l'honorabilité de la famille font que le public se presse aux portes du tribunal dès 9h du matin. Ce n'est pas moins de 20 témoins qui sont cités à comparaître. Parmi eux, la servante Marie Lacoste, Marie, la sœur de François Madben, mais aussi l'adjoint au maire, le brigadier de gendarmerie, sans oublier d'autres, voisins et connaissances de l'inculpé. Le greffier lit l'acte d'accusation, puis c'est au tour d'Antoine Dumontel de répondre aux questions. L'accusé est un homme bien conservé. La taille droite, le crâne dégarni, il porte un collier de barbe grise et il est vêtu comme les riches paysans. À la lecture de l'acte d'accusation, il dissimule son visage au regard du public. On a peine à croire que cet homme, qui s'exprime assez facilement, qui s'attendrit sur la mort de son frère, est un assassin. Peut-être seules les lèvres pincées révèlent-elles un instinct violent. Est-ce que François Madben ne passait pas pour être le fils de votre frère ? Si, je m'en doutais. Mais mon frère ne m'en avait pas parlé. Mon frère m'avait bien dit qu'il pensait que c'était son fils. Mais la mère de Madben avait bien eu d'autres hommes. Et il ne pouvait pas en être sûr. Au sujet de la vente des terres à Madben par le frère Dumontel, qui semble être de plus en plus une vente déguisée, l'accusé rétorque alors. Je fus le premier à lui dire que mon frère avait bien fait, qu'il était juste de l'indemniser de son travail et de ses peines. Quant au testament qui le lèse, il nie énergiquement en avoir voulu à son frère. On insiste aussi sur l'animosité développée contre la victime. L'avez-vous provoqué en duel ? Oui, ce jour-là, parce qu'il m'accusait d'avoir fait une fausse clé pour ouvrir sa malle. Je lui ai dit, prenons chacun un pistolet. Tant pis pour celui qui y restera. Antoine Dumontel tente d'expliquer son attitude menaçante par le caractère difficile et les provocations incessantes de la victime, dépeint comme un rebelle qui le maltraitait. L'interrogatoire se recentre ensuite sur la fameuse nuit du 12 mars 1873. Antoine Dumontel livre sa version. Au cours d'une discussion paisible au sujet du mariage de Madben, celui-ci aurait soudain reproché à Dumontel de lui avoir pris du café et de lui avoir aussi volé une cravate quelque temps auparavant. Tu choisis toujours le moment où nous sommes seuls pour me provoquer. Madben lui aurait alors craché au visage. Si vous saviez l'effet que ça m'a fait, c'était affreux. Alors, me rappelant qu'il y avait 2 pistolets derrière moi dans le tiroir de la table de nuit, je me suis tourné, je les ai pris. J'en ai posé un sur la table et j'ai tiré avec l'autre. Et je suis resté pendant 20 minutes, un quart d'heure,
sans savoir où j'étais. Je perdais connaissance. Quand je reviens à moi, je me suis dit « Ah mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Alors j'ai réfléchi, j'ai pensé au suicide. Ça m'empêchera d'être condamné à mort. Et alors, j'ai tout arrangé. L'après-midi, l'audition des témoins s'ensuit. Les relations entretenues entre l'accusé et la victime sont évoquées et c'est Marie Lacoste, la servante, qui concentre toute l'attention des jurés. Son témoignage, clair, précis, d'un ton sincère, se révèle accablant pour Dumontel. La jeune fille de 18 ans dépeint une atmosphère pesante, un accusé dont elle se méfiait, et retrace la soirée du crime avec force détail. L'auditoire est ému par son récit qui complète la déposition du médecin légiste, des parents de la victime et des voisins. Même si un semblant d'entente était revenu les derniers temps, la servante insiste sur la fréquence des disputes sur la question de l'héritage. Elle révèle en outre avoir vu l'accusé manipuler les portes de la maison à plusieurs reprises et d'étranges façons. Son témoignage met au jour la duplicité d'un Dumontel soi-disant malade, mais suffisamment agile pour escalader le fenil. De plus, pourtant familière de la maisonnée, elle n'a jamais vu les pistolets. Le procès se termine par l'intervention du procureur général qui réclame au juré un exemple, tandis que l'accusé essaie de masquer ses larmes. Puis vient le tour de maître Lachaud, qui déploie toute son éloquence pour justifier le geste de son client, un vieillard égaré et provoqué par Madben. Le jury se retire ensuite pour délibérer. Le jury répond affirmativement sur la question principale de l'assassinat. Il rejette la circonstance aggravante de préméditation et n'admet pas l'excuse légale de provocation invoquée par la défense, mais il reconnaît des circonstances atténuantes. À 10h du soir, le verdict tombe. Antoine Géraud Dumontel est condamné à 10 ans de réclusion. C'est son âge avancé qui lui a permis d'échapper à la peine des travaux forcés. Antoine Géraud Dumontel est alors incarcéré à la prison de Riom, où il décède un mois plus tard, le 21 juin 1873. Ainsi se termine une affaire criminelle. Une porte mystérieusement fermée, un suicide étrange, 2 hommes forcés de cohabiter. Cette affaire, sous forme d'un huis clos tragique, n'est avant tout qu'une question d'héritage, de jalousie et de frustration. Peuple chrétien, peuple fidèle, venez entendre le récit que va vous tracer Bonnie, l'action la plus cruelle. Pour être trop ambitieux, j'ai commis des crimes affreux. Quelle cruauté, quelle infamie! Je fus barbare et inhumain, je fis un cruel assassin dans une de mes écuries. Sur Falvar, mon grand ami, aujourd'hui mon cœur en frémit. Dans le courant de décembre, je me transportais chez lui. Falvar, bon parent, me dit « Demain, il faudra me rendre, sans faute à Clermont-Ferrand. Pour y faire mon paiement, il me demande un acompte. Sur la somme que je lui dois, je lui dis « Passez chez moi ».